Alors, merci beaucoup, Yvon. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous et d'explorer différentes pistes, comment réduire la consommation de carburant. Donc, probablement que vous allez vous dire, oui, ça, c'est évident. Ben oui, c'est évident. Il y a beaucoup de choses qui vont sembler évidentes aujourd'hui, mais parfois, c'est juste de se rappeler. Puis, c'est l'addition de tous ces petits détails-là aussi qui peuvent faire une différence au bout de l'année. Donc, plan de match. Non. C'est bon. Plan de match, on va tout d'abord parler du carburant diesel. Donc, présentement, c'est le carburant qui est utilisé en grande majorité dans le domaine agricole. On va essayer de comprendre pourquoi. On va ensuite regarder des pistes pour réduire la consommation, que ce soit au niveau des pratiques d'utilisation, des pratiques d'entretien, comment on peut optimiser certains travaux. Et ensuite, on va se tourner vers l'avenir. Donc, qu'est-ce qui risque de remplacer le carburant diesel éventuellement? Je vous apprends rien, le carburant diesel, c'est lui qui est omniprésent de la terre à la table, donc que ce soit dans les machines agricoles, que ce soit dans les véhicules de transport. C'est la grande majorité des moteurs qui fonctionnent au diesel. C'est des moteurs qui ont évolué grandement au cours des dernières décennies. Ce sont maintenant des moteurs extrêmement évolués technologiquement. Puis, bien, vous êtes tous à l'affût des fameux systèmes anti-pollution aussi qui ont été développés. Présentement, on a les normes Tier 4 finales ici en Amérique du Nord, Tier 5 en Europe. Donc, ce sont des moteurs avec beaucoup de quincaillerie et beaucoup de technologie. Pourquoi le diesel est omniprésent? Bien, c'est certain que c'est un carburant qui offre une efficacité énergétique supérieure, par exemple, à l'essence. Donc, on est capable, avec un moteur diesel, de fournir un travail, d'avoir un potentiel de travail supérieur à un moteur, par exemple, à l'essence. Donc, la puissance disponible, elle est là. C'est pas pour rien que toutes les applications qui exigent des puissances élevées, comme dans le domaine agricole, dans le domaine minier, par exemple, aussi, domaine maritime. Donc, ce sont des moteurs diesel qu'on trouve. C'est des moteurs fiables, robustes, et c'est un carburant aussi, c'est non négligeable, mais qui a des propriétés quand même intéressantes. C'est relativement stable comme carburant, sécuritaire, facile à entreposer, facile à avoir à même le tracteur, le véhicule aussi. Donc, graphique qui parle énormément. Le prix moyen du diesel, donc j'ai choisi Drummondville, centre du Québec, mais c'est sûr que c'est assez similaire là, partout au Québec là, dans les dernières années. On voit que c'est relativement stable, 2019, 2020. Fin de 2021, ça commence à avoir une tendance vers la hausse et puis là, ça explose en 2022. Donc, pour avoir là, autour du mois de mai, un pic autour de 2,50 $, mais effectivement qu'on est revenu autour de ces prix-là présentement. Donc, 2,50 $ le litre, c'est énormément supérieur par rapport à ce qu'on avait il y a à peine là, 1 an et demi ici même au Québec. Donc, pourquoi les prix ont grimpé? Il y a différents facteurs. C'est certain qu'au début 2022, la guerre en Ukraine a mis une pression sur les prix parce que la Russie a fermé ses exportations de pétrole brut. Et c'est quand même un joueur majeur au niveau mondial. Il y a également la raison que les inventaires présentement sont très bas en termes de diesel. Donc, il y a toujours une baisse au printemps, à l'automne, principalement à cause du domaine agricole. Mais à l'automne dernier, en 2022, on a eu vraiment un niveau d'inventaire de diesel mondial qui était le plus bas depuis que c'est comptabilisé, donc depuis 1982. Certaines raffineries ont fermé au cours des dernières années. Pendant la pandémie, il y a eu aussi des incendies au niveau de certaines zones aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça a mis une pression sur les prix. Et il y a une demande plus élevée au niveau du secteur maritime parce que les normes environnementales ont aussi été resserrées à ce niveau-là dernièrement. Quand on regarde les charges d'exploitation, puis vous allez être bien placé pour me le dire, on parle d'environ 10 % des charges totales d'exploitation au niveau agricole qui peuvent être pour le carburant. Donc, c'est non négligeable. On va regarder ensemble des pistes, justement, comment réduire cette consommation-là.
Donc, première piste au niveau des pratiques d'utilisation, réduire le temps de fonctionnement du moteur au ralenti. Donc, le fameux temps que le moteur tourne au idle. Pourquoi on fait tourner le moteur au ralenti? Donc, évidemment qu'il y a des raisons de confort. On habite au Québec, il fait très chaud, il fait très froid. Donc, on a besoin de garder un certain confort dans la cabine. On laisse le moteur tourner. Il y a aussi des fonctionnalités qu'on utilise qui requièrent que le moteur tourne. En fait, qui requièrent présentement que le moteur tourne, mais on peut se questionner, est-ce que ce serait vraiment nécessaire? Par exemple, si je veux garder mes moniteurs en marche, est-ce que le moteur est obligé de tourner ou est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres alternatives pour garder les moniteurs, par exemple, en marche, mais éteindre le moteur? C'est une question d'habitude bien souvent. Puis quand on y pense, bien, le seul temps où on devrait faire tourner le moteur au ralenti, c'est quand on travaille au niveau de l'attelage des outils. Donc, selon vous, et c'est là que je suis contente d'avoir choisi cette photo, parce qu'il y a des représentants de tracteurs rouges ici aujourd'hui. Donc, selon vous, ça représente quel pourcentage du temps de fonctionnement le moteur tourne au ralenti? Est-ce qu'on parle de 2 5 Je veux des chiffres. 3 10 15 25 25 35 Hey, c'est beaucoup, ça? Alors, de 10 à 43 du temps total d'opération. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui passent presque la moitié de leur temps à rouler au idle. Et on peut se questionner pourquoi. Deuxième question, selon vous, ça consomme combien de litres à l'heure un moteur qui tourne au ralenti? En nombre de litres à l'heure. 6? 10? C'est un gros moteur, ça. À bas régime, oui. Allez, je me mêle dans mes pitons. On parle de 1,5 à 4 litres de diesel à l'heure de consommer quand le moteur tourne au ralenti. Donc, c'est non négligeable. Si on regarde un exemple, pour un tracteur de 2000 heures, qui roulerait à 43 de son temps au ralenti, on parle de 860 heures d'opération. À 1 litre à l'heure, on parle de 860 litres qu'on vient de brûler pratiquement pour rien. Donc, près de 2000 $, j'ai utilisé 2,25 $, donc ça peut être un peu plus, là, à 2,50 $ le litre. Une indication, un tableau intéressant, tableau de charge du moteur. Donc, c'est un tableau qui peut être obtenu à l'aide de différents outils diagnostiques qui peuvent être utilisés sur les moteurs. C'est un tableau qui présente, donc en bas, vous avez le RPM moteur, donc le régime moteur en bas, et à la verticale, vous avez la charge appliquée sur le moteur. Donc, en principe, les couleurs rouge, orange au centre, ben, c'est en opération. Donc, le tracteur, on souhaite avoir une charge appliquée au moteur quelque part aux alentours de 60-70 % quand on sollicite le moteur. À des régimes, là, bon, vous voyez, là, autour de 1650, 1750 jusqu'à 2050 RPM, c'est là que ça se trouve. Le coin inférieur gauche, encadré ici, ben, notre moteur, il tourne au ralenti à ce niveau-là. Donc, on parle de régime moteur en bas de 1050 tours et d'une charge appliquée de moins de 20 % appliquée sur le moteur. On remarque un chiffre en jaune quand même élevé. Donc, c'est sûr que si on voit qu'il y a beaucoup d'heures dédiées dans ce rectangle-là, ça veut dire que notre moteur il est sollicité beaucoup à travailler juste au idle, donc au ralenti. On veut éliminer le plus possible les heures utilisées là. Les conséquences du fonctionnement du moteur au ralenti, bien, on a vu, on brûle des litres de diesel pour rien, ou à peu près. Mais bien sûr, ça a d'autres conséquences. Donc, les huiles vont se dégrader plus rapidement. Donc, on parle d'usure prématurée probable au niveau de certaines pièces moteurs. Et un élément non négligeable aussi, un moteur qui tourne au ralenti, c'est un moteur qui va se tenir plus froid. Et un moteur qui se tient plus froid, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus de particules de matière. Donc, la fameuse suie qui est produite.
Cette suie-là, elle est captée par quoi? Elle est captée par les filtres à particules dans nos fameux systèmes antipollution. Donc, le plus il tourne au ralenti, le plus il va produire de suie, le plus fréquemment on va devoir nettoyer ou régénérer ces filtres-là. Donc, ça aussi, ça a des conséquences sur l'utilisation. Donc, on tente de diminuer au maximum le temps de fonctionnement du moteur à bas régime. Puis quand on utilise, pendant les travaux, comment on l'utilise justement? Comment on le gère, le régime moteur? Donc, évidemment, comme la conduite automobile, une conduite plus agressive va entraîner une consommation qui va être supérieure. Puis, bien, on peut se questionner aussi sur le régime moteur utilisé pendant les travaux. Donc, viser un régime peut-être plus bas, 1950 au lieu de 2050. Donc, dépendamment comment on travaille, on peut jouer avec les vitesses. Ça aussi, ça peut être un élément important. Donc, on estime une consommation augmentée de 30 % quand le jeu de vitesse n'est pas adéquat. Donc, c'est quand même non négligeable. Si le moteur semble peu chargé, bien, on augmente de vitesse pour abaisser le régime, puis nécessairement, la consommation va diminuer. C'est là qu'on voit que la technologie peut nous aider. Donc, évidemment que les avantages des transmissions à vitesse variable vont faire le travail pour nous. Donc, le fait d'avoir une régulation au niveau de la vitesse d'avancement permet justement d'optimiser le régime moteur. Si le régime moteur est optimisé, bien, la consommation devrait être diminuée en conséquence. Autre pratique d'utilisation, je pense qu'on aurait pu faire une présentation complète juste sur ce sujet-là. Donc, les ajustements de pression des pneus. Là aussi, on parle, pardon, trop rapide, on parle d'une diminution d'environ 15 à 20 % de la consommation de carburant quand on ajuste justement la pression des pneus en conséquence du travail qu'on fait avec le tracteur. Donc, on circule sur les routes, on circule dans les champs, on travaille dans les champs. Donc, toutes ces conditions-là font en sorte que la pression des pneus devrait être variée. Selon toujours les spécifications des manufacturiers. Donc, c'est quelque chose, ça, qui prend du temps. Il faut prendre le temps, justement, de vérifier, premièrement, la pression et de l'ajuster. Mais au bout de la ligne, c'est certain que ça peut faire une bonne différence. Qu'est-ce qu'on vise? On vise une pression adéquate au champ, c'est-à-dire la plus basse pression recommandée selon les conditions. Les manufacturiers offrent des tableaux qui nous aident à comprendre justement quelles spécifications seraient les meilleures selon le type de travail, selon les conditions. Donc, la clé, vérifier et ajuster. Il y a certaines technologies qui existent. On parle de télégonflage. Donc, ça aussi, ça peut être une piste intéressante. Il suffit de valider est-ce que le coût, l'investissement peut en valoir la chandelle. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Bien, on cherche toujours à réduire au minimum la pression dans le but d'augmenter la pression lors du travail au champ, ce qui va faire en sorte de réduire le glissement. Donc, si on réduit le glissement, bien, premièrement, la consommation va être réduite. Puis, notre ami Bruno ici va être content aussi parce qu'on risque de diminuer la compaction. Autre piste au niveau des pratiques d'utilisation, le balancement et le lestage des tracteurs. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? On veut ajuster le poids sur le tracteur pour assurer un transfert optimal de la puissance. C'est ça qu'on veut, hein? Trop souvent, les tracteurs sont trop lourds, sont trop pesants. Une règle du pouce, on devrait avoir de 95 à 125 livres par HP. Donc, un tracteur de 400 HP, de 400 forces, ne devrait pas peser 60 000 livres. Ça ne devrait pas arriver, ça. Donc, encore là, on aurait pu en parler trop longtemps, mais le temps est compté. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? Bien, encore une fois, on cherche à optimiser le glissement et, une autre conséquence, éviter la compaction. Au niveau, justement, du balancement, au niveau du glissement, bien, il y a des façons de le valider. Une autre règle du pouce, c'est au niveau des tracteurs 2 roues motrices. On parle d'une règle de 10 à 15 % de glissement.
Pour les tracteurs 4 roues motrices, de 8 à 12 %. Donc, la petite image ici, vous êtes peut-être familier avec ça. Donc, c'est un test simple qui peut être fait pour valider, justement, le glissement. La première image au haut, l'outil est au sol. Donc, on fait 5 révolutions de pneus. On mesure la distance. On refait la même chose, 5 révolutions avec l'outil hors du sol. Puis, on valide la différence entre les deux distances. La différence entre les deux, on ramène ça en pourcentage et on a notre pourcentage de glissement. Donc, on cherche à réduire le glissement, à optimiser la traction. La consommation va être réduite en conséquence. Quelques pistes au niveau des pratiques d'entretien. Donc, j'ai 3 points ici qui semblent assez évidents. C'est pas mauvais de se les rappeler. Au niveau des filtres, donc remplacer les filtres à air, les filtres à carburant, selon les exigences du manufacturier. Puis de garder en tête toujours que si on a des conditions qui sont plus poussiéreuses qu'à l'habitude, bien, peut-être de prévenir et de valider, de vérifier à remplacer ou à nettoyer les filtres plus souvent. Même chose avec la propreté des radiateurs. Donc ça aussi, c'est un détail, mais un radiateur propre va permettre un fonctionnement plus performant, plus optimal. Donc, va demander moins d'énergie au système. Moins d'énergie, ça veut dire consommation diminuée. L'état et le niveau des huiles, même chose, suivent les recommandations des manufacturiers. Donc, les manufacturiers sont là, ils nous offrent énormément d'informations. Donc, allons les consulter. Maintenant, au niveau de l'optimisation de certains travaux, on va regarder ensemble 3 pistes. Donc, certaines pratiques de régie au niveau des travaux de sol, travaux de semis, travaux de récolte. On va regarder le dimensionnement des tracteurs, puis l'utilisation de certaines technologies de précision qui peuvent nous aider aussi à diminuer la consommation de carburant. Donc, regardons tout d'abord certaines pratiques de régie. Vous avez dans ce graphique-là la répartition des coûts pour un exemple de culture de maïs avec un travail de sol conventionnel. On remarque que 89 % des coûts sont associés aux travaux de récolte, manutention, travail de sol et les chantiers de semis. Donc, on va se pencher là-dessus. Pratique de régie au niveau des travaux de sol. Bon, ça aussi, je pense qu'on aurait pu passer l'avant-midi à en parler. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de différentes façons de travailler le sol. On peut se questionner au niveau des rendements. Si je change mon travail de sol, qu'est-ce qui va arriver avec les rendements? Ça, on ne partira pas de débat ici. Ce n'est pas le point. Mais ce qu'on peut assurément dire, c'est que si je réduis le nombre de passages, si je travaille mon sol différemment, bien nécessairement, si je réduis le nombre de passages au champ, bien, je vais réduire les coûts associés, bien sûr, au carburant utilisé, les coûts d'utilisation, d'entretien de machines, les coûts de main-d'œuvre également, puis je risque d'améliorer la santé de mes sols. Fameux triangle de travaux de sol, donc à gauche, travail conventionnel, et plus on va vers la droite, on se rend au semi-direct. On a des données de l'Université de l'Iowa de 2015, donc qui remontent, mais quand même qui peuvent donner une bonne piste sur la consommation pour les différents types de travaux de sol. Donc, on parle de tout près de 18 litres à l'acre de consommation, strictement pour le travail de sol, quand on est en travail de sol conventionnel. On peut réduire ça de 1,4 litres à l'acre à 8 si on diminue soit travail en bande, soit travail vertical. Donc, on diminue le nombre de passages. Bien sûr, jusqu'au semi-direct. Donc, pour une superficie de 500 acres, encore une fois, j'ai utilisé un 2,25 $ le litre. Bien, on parle de plus de 20 000 $ associés strictement aux travaux de sol pour une superficie de 500 acres en travail de sol conventionnel. On peut réduire ça avec une réduction de passage. Donc, encore une fois, travail en bande ou travail vertical. Jusqu'au semi-direct, bien évidemment. Donc, ce sont des sommes quand même qui font une différence, encore une fois. Ici, c'est de semer des pistes de réflexion. Donc, c'est ce qu'on fait ensemble.
Dans le cas où on dit, ben non, moi, je ne suis pas prêt nécessairement à modifier mes méthodes de travail de sol, ben une autre piste est peut-être juste de regarder à quelle profondeur on travaille le sol. Donc, ce qu'on cherche, c'est de le travailler, dans le fond, pour que ce soit nécessaire pour l'ensemencement. Si on regarde l'exemple ici d'une déchaumeuse de 4 mètres avec un tracteur 150 HP, lorsqu'on travaille le sol à 5 pouces de profondeur, on va avoir une consommation moyenne de carburant de 2,7 litres à l'acre. Et si je réduis ça si je réduis ma profondeur de travail à 3 pouces, je réduis ma consommation à 1,8 litres à l'acre. Donc, pour un 1000 acres, exemple, de surface, on parle de 2000 $, encore une fois, à 2,25 le litre. On parle d'une différence de près de 1000 litres. Donc, là aussi, ce sont des détails. Profondeur de travail, plus je travaille profondément, plus j'ai besoin de carburant, plus c'est tirant. Donc, plus la consommation de carburant va être élevée. Encore là, se questionner simplement sur la profondeur de travail. Au niveau des chantiers de semis, alors, une seule piste, dans le fond, c'est de prendre le temps, quand on peut, pour planifier l'efficacité au niveau de nos chantiers. Donc, au niveau des remplissages, au niveau des déplacements. Chaque déplacement requiert une consommation de carburant. Donc, quand on prend le temps de planifier, justement, d'être le plus efficace possible, pendant le remplissage, pendant les déplacements, bien, encore là, ce sont des petits détails qui peuvent s'additionner. L'utilisation de certains outils aussi, certains équipements, peuvent aider justement à améliorer cette efficacité-là. Même chose au niveau des chantiers de récolte. Donc, encore une fois, on cherche à être le plus efficace possible dans nos déplacements, dans les transferts, par exemple. Et dans un monde idéal, on attend des conditions de champ qui sont favorables. Donc, un champ qui est humide, qui est instable, va entraîner des consommations de carburant supérieures. Donc là, vous me direz, quand il faut y aller, je comprends. Mais idéalement, quand on peut, quand on a une fenêtre qui le permet, bien, d'attendre d'avoir des conditions de sol qui s'y prêtent. Évidemment qu'il y a d'autres conséquences, vous les connaissez, mais c'est certain que quand on va dans un champ qui est instable, qui est humide, ça consomme automatiquement plus de carburant. Au niveau du dimensionnement des tracteurs maintenant, est-ce que c'est vrai que plus gros, c'est toujours mieux? J'ai un groupe d'étudiants, là, je ne les regarderai pas, ça va dégénérer. Non, hein? Donc, valider. Qu'est-ce que j'ai besoin pour effectuer le travail? C'est quoi le travail que je m'en vais faire? Puis c'est quoi que j'ai besoin en termes de puissance? Vous avez à l'écran, vous voyez là, c'est ça. Alors, vous avez à l'écran un petit tableau dans le fond. Donc, on cherche quoi? On l'a mentionné tantôt, on cherche à avoir une charge appliquée au moteur de 60 à 70 %. Ça, c'est un moteur qui est sollicité adéquatement. Si c'est inférieur à ça, bien, le tracteur est trop gros pour ce qu'on est en train de faire. Un tracteur qui est surdimensionné, bien, évidemment, offre plus de puissance, consomme plus de carburant. Ça va entraîner des coûts élevés, des coûts additionnels au niveau de la consommation, bien sûr, des carburants, des lubrifiants. Puis l'entretien et la réparation, bien, tout ça s'ensuit, donc des coûts plus élevés. Un tracteur qui va être sous-dimensionné, bien, notre performance au champ va être affectée, va être diminuée, mais on va aussi avoir des coûts élevés au niveau de l'usure prématurée. On en demande trop à ce moment-là à notre tracteur, à notre moteur. Un exemple, un tracteur 2 roues motrices, si on utilise par exemple pour un travail où 130 HP serait requis, on utiliserait un tracteur qui serait un peu surdimensionné à 200 HP. On évalue les coûts d'utilisation de 25 $ de l'heure de plus pour un tracteur de 200 HP. Donc le 70 HP ici supplémentaire nous coûte quelque part autour de 25 $ de l'heure. Et ça, je bonifierais même peut-être un petit peu ce chiffre-là.
parce que avec le coût justement du carburant qui a bondi dans les derniers mois. L'utilisation de différentes technologies de précision, donc c'est une autre piste. De façon générale, c'est quoi l'utilisation des technologies de précision? Bien, c'est d'être en mesure de faire plus avec moins. Pardon. Donc, le graphique ici nous montre la tendance qu'au cours des 20 dernières années, bien, il y a une nette tendance à l'augmentation de l'utilisation des technologies de précision. Les différentes couleurs, bien, c'est différentes technologies, justement. Donc, que ce soit l'utilisation de technologies de guidage, que ce soit l'utilisation de technologies de contrôle de section, taux variable, imagerie satellite. Donc, ce sont des exemples. On voit que la tendance est à la hausse, mais il y a encore énormément de potentiel. En 2022, il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis qui est extrêmement intéressante. Donc, étude faite de différents parties ensemble. Donc, l'Association des manufacturiers d'équipements, l'Association des producteurs de soya, producteurs de maïs grain. Et dans le fond, ils ont dressé le portrait sur justement le niveau d'utilisation des différentes technologies de précision présentement aux États-Unis. Ils ont proposé 5 éléments, si on veut, 5 pistes qui pouvaient être valorisées, si on veut, par l'utilisation des technologies de précision. Ce qui nous intéresse ici, bien sûr, la réduction de consommation de carburant. Donc, ils évaluent que présentement, le bénéfice actuel se situe autour de 6 %, mais avec l'augmentation, l'ajout de certaines technologies de précision et l'utilisation supplémentaire, on pourrait aller chercher un bénéfice supplémentaire de 16 %. Ils ont séparé les différents thèmes, dans le fond, de technologies de précision en 5 grands thèmes, si on veut. Donc, l'utilisation des technologies de guidage, l'utilisation de contrôle de section, le taux variable, l'utilisation de données en temps réel et finalement l'irrigation de précision. Donc, nous, on va se pencher sur 2 exemples qui peuvent justement nous permettre de diminuer la consommation de carburant. Donc, le guidage et l'utilisation de données. Donc, l'utilisation de technologies de guidage, bien, vous savez, le but numéro 1, c'est quoi? C'est de limiter le chevauchement. Donc, on estime que le chevauchement représente entre 2 et 8 % lorsqu'on fait une conduite manuelle. Donc, l'utilisation des technologies de guidage nous permet de réduire en bas de 1 % ce chevauchement-là. Donc, nécessairement, toutes ces zones-là où on ne passe plus 2 fois, bien, on vient économiser du temps, bien sûr, on vient économiser du carburant et l'usure de la machine aussi. Donc, ça s'applique, ce guidage-là, à tous les passages au champ. Donc, peu importe le type de travaux, on peut appliquer cette technologie-là. Dès qu'on a des passages répétés, ça vient nous aider justement à limiter le chevauchement. Autre point intéressant du guidage, bien, on peut venir utiliser ce qu'on appelle des patrons de déplacement efficaces. Donc, on en parlait tantôt. On veut limiter le temps passé en bout de champ. Puis quand on a des champs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme le champ de droite, bien, ces patrons de déplacement-là peuvent nous aider aussi à limiter le déplacement et à limiter justement les déplacements qui sont inefficaces. On estime entre 3 et 30 % du temps total de travail au champ qui peuvent représenter du temps de déplacement inefficace. Donc, c'est non négligeable. Quand il y a presque le tiers, on peut atteindre presque au tiers du temps passé dans le champ, des déplacements efficaces, bien, ça vaut peut-être la peine, justement, d'avoir des technologies qui nous aident à ce moment-là. Autre piste, au niveau de l'utilisation des données, on a parlé tantôt des travaux de sol, on a parlé de la profondeur de travail qui pouvait avoir une influence marquée. Donc, il y a des technologies qui existent. On peut utiliser la cartographie, les données, pour effectuer des travaux de sol avec des profondeurs de travail variables. Donc, ça aussi, ça peut être une piste.
Ou est-ce que des prescriptions, comme ce que vous voyez à droite, peuvent être utilisées? Donc, selon le type de sol, certaines conditions, certaines données qu'on a recueillies, on va travailler le sol à différentes profondeurs, de façon automatisée ici. Donc, ça peut être une piste aussi intéressante qui vont avoir nécessairement des incidences sur la consommation de carburant. Donc, on a énuméré quand même quelques pistes pour réduire la consommation de diesel. Donc, est-ce qu'on vise? On vise des moteurs, on a la pression, on l'entend, d'avoir des moteurs zéro émission. Puis, on peut se questionner aussi sur la disponibilité des énergies fossiles. Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, tournons-nous tranquillement vers l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, on va regarder ensemble. Ça va, Yvon, pour le temps? Ça va bien? Donc, pour le restant de la présentation, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir, les tracteurs de demain. Donc, on va regarder 3 pistes ensemble. Tracteur électrique, tracteur au gaz naturel et l'utilisation de l'hydrogène. Donc, l'utilisation de l'électricité dans le domaine agricole, ça ne remonte pas aux dernières années. Ça remonte quand même à... J'étais pas née au début des années 1900. En Allemagne, on a un exemple ici, un tracteur qui était électrique. D'autres exemples au niveau de la Russie, de l'Angleterre, donc 1940-1950. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que vous voyez traîner? Hein, on voit un câble. Donc, c'est ce qui était développé, les moteurs électriques, mais avec un câble. Je ne sais pas ici s'il y en a qui ont déjà eu une tondeuse à gazon avec un câble. Moi, j'ai eu ça une fois dans ma vie. J'aurais plus jamais ça. Donc, c'est évident que cette technologie-là, bien, le câble était quand même limitatif. Ça n'a pas été quelque chose qui a été nécessairement, qui a percé. Les tracteurs actuels électriques, il y en a. On a le Fendt E100 Vario qui a été introduit en 2018, qui est un tracteur 100% électrique branchable. Donc, le câble en avant, il s'enlève. On est en charge ici présentement. Donc, un tracteur de 100 HP qui offrait environ 5 heures d'autonomie. Autre modèle à droite, en 2022, un T4 de New Holland, donc introduit il y a quelques mois à peine, qui est également un tracteur 100% électrique, tracteur de 120 HP. Et là, on parle de a full day of work, donc une journée pleine de travail. Je n'ai pas plus de détails. Avec une recharge relativement rapide de 1 heure. Donc, on commence à en voir. Bien sûr, il y a des freins. Tout comme dans l'automobile, on peut voir un surcoût à l'achat présentement. On parle de batteries qui ont quand même un poids important. Donc, ça peut représenter un frein dans la fabrication, dans l'utilisation de ces tracteurs-là. Et on se questionne bien sûr sur l'accessibilité et les temps de charge. Donc, on doit être capable de les brancher, ces tracteurs-là. On doit être capable d'attendre qu'ils se rechargent. La plupart des manufacturiers présentement semblent être d'accord que ça risque d'être réservé pour certaines applications, probablement des applications à basse puissance. Donc, je ne sais pas si vous avez vu récemment une publicité de John Deere. On la voit sur les réseaux sociaux, le trait vert là, qui circule un peu partout, puis qui dit que l'électricité s'en vient. Mais on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. On peut prévoir peut-être une catégorie basse puissance, catégorie peut-être véhicule, le gazon, là. Turf, c'est ça. Bon. Donc, mais pour la plupart des manufacturiers présentement, l'électrique ne semble pas être une avenue pour la haute puissance. On a également vu au cours des dernières années des tracteurs proposés qui fonctionnaient au gaz naturel. Donc, on a deux possibilités, si on veut, là. 2006, un tracteur New Holland T6 180, donc un tracteur de 180 HP, proposé fonctionnant au biométhane, gaz comprimé, donc à l'utilisation de gaz ici. C'est pourquoi on voit l'espèce de bloc à l'avant
Donc, c'est l'endroit où les bonbonnes de gaz étaient entreposées. Des tracteurs comme ça, il y en a en utilisation en Europe. On prétend qu'ils sont aussi performants qu'un moteur au diesel, avec certains coûts d'exploitation qui seraient diminués. Par contre, encore ici, le principal frein, c'est la gestion de l'autonomie. Donc, ces bonbonnes-là semblent offrir une autonomie qui est inférieure, par exemple, à notre moteur diesel présentement. On parle, pour ce modèle-là, les utilisateurs présentement, les utilisations en Europe. On parle d'un 3-4 heures d'autonomie pour des travaux plus lourds, 5-6 heures pour des travaux plus légers. Donc, on voit que c'est encore une fois cet aspect-là qui risque d'être un frein présentement. Par contre, la compagnie New Holland, encore une fois, en 2022, donc récemment, a proposé le T7 270, donc un tracteur quand même de 270 HP, qui fonctionne également au gaz naturel, mais cette fois-ci, un biométhane qui est liquéfié. L'autonomie semble être supérieure, donc on prétend que c'est une autonomie doublée par rapport au gaz comprimé, au biométhane, mais comprimé. Et ce qui est proposé ici, et qui peut être très séduisant, c'est le fait d'être autosuffisant. Donc, les exploitations de production animale, par exemple, pourraient devenir autosuffisants en ayant leur propre méthaniseur et en produisant leur propre biométhane. C'est séduisant sur papier, mais vous comprendrez qu'il y a énormément de coûts d'infrastructures à développer et à instaurer dans tout ça. Donc, oui, il y a des coûts présentement. Il y a des questionnements aussi, l'accessibilité, la qualité, la stabilité du gaz, du biométhane. Donc, d'avoir un carburant qui est stable, qui est constant, avec une qualité constante. Donc, tout ça, ce sont des questionnements qu'on a présentement. À suivre. Autre piste, l'utilisation de l'hydrogène. Donc, encore une fois, on a deux façons de penser, deux façons de faire ici. La première, c'est l'utilisation d'une pile à combustible qui est alimentée à l'hydrogène. Et cette pile à combustible-là va produire de l'électricité. Donc, les composantes du tracteur sont électriques et alimentées par cette pile à combustible-là qui, elle, est alimentée à l'hydrogène. On a un exemple, la compagnie New Holland, encore une fois, NH2 en 2009, a proposé ce tracteur-là. Par contre, la pile à combustible, c'est quand même quelque chose de relativement fragile qui est peu recommandé dans des domaines, dans des environnements poussiéreux. Donc, tout de suite, on peut se questionner dans le domaine agricole si ça a vraiment une possibilité. Donc, une durée de vie aussi qui est assez limitée. Donc, on peut se questionner. Par contre, l'utilisation d'hydrogène est aussi proposée dans des moteurs à combustion interne. Donc, en 2022, vous avez peut-être vu ça passer, des annonces de la compagnie Versatile qui auront prochainement un tracteur qui fonctionnera avec un moteur Cummins à l'hydrogène. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir la même base d'un moteur qui fonctionnerait au diesel. Et bien sûr, tout le haut est modifié. Ça devient un moteur avec allumage par bougie, dans le cas de l'hydrogène. Et on peut voir que présentement, certaines tendances, certains manufacturiers prennent cette tendance-là, donc d'un moteur à combustion interne fonctionnant à l'hydrogène pour les moteurs plus haute puissance. Donc, c'est ce qui semble se dessiner. Donc, on a la compagnie Cummins qui est en développement là-dessus. On a également la compagnie JCB. Donc, ça aussi, si vous regardez ce qui se passe, JCB fait énormément de publicité sur l'utilisation de l'hydrogène. Des défis ou des questionnements présentement, on suspecte l'hydrogène de rendre les métaux plus friables. Donc, encore là, on peut se questionner, est-ce que pour l'utilisation à long terme, les pièces moteurs, est-ce que c'est quelque chose qui va être problématique? Le volume requis est plus élevé pour produire la même puissance. Donc, on a besoin de plus de volume d'hydrogène que, par exemple, de volume de diesel. Et la grosse question, c'est l'accessibilité puis la sécurité.
d'utilisation, d'approvisionnement puis d'utilisation de l'hydrogène. C'est un carburant qui est offert sous forme gazeuse à haute pression, donc entreposé à 350 bars, donc 5000 PSI. Donc présentement, c'est quand même quelque chose de complètement différent de ce à quoi on est habitué d'utiliser. Donc ça soulève quand même des questions. Deux autres petites pistes, je pense qu'on a le temps. Donc, deux autres petites pistes. Encore une fois, en 2022, on a la compagnie Amogy, qui est une compagnie américaine, en fait, qui est un start-up de la compagnie John Deere, dans laquelle John Deere a investi et dans laquelle Amazon a également investi des sous. Ils ont proposé la modification d'un tracteur, justement, un tracteur John Deere, comme vous le voyez, qui fonctionne avec une pile à combustible alimenté à l'hydrogène, mais le carburant principal devient de l'ammoniac ici. Donc, ils ont développé une technologie, un genre de cracker, qui fait une réaction chimique qui transforme l'ammoniac, si on veut, en hydrogène. Donc, on n'a pas besoin d'approvisionner le tracteur en hydrogène, mais bien en ammoniac. OK. L'ammoniac est produit comment? À partir de quoi? Hein? Bien, ça prend du pétrole présentement pour fabriquer de l'ammoniac. Puis, certains pays sont frileux, certains pays ont même banni l'utilisation d'ammoniac. Donc, on peut se questionner. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui risque de prendre de l'ampleur? Et finalement, autre compagnie américaine, Clearflame, encore une fois, une compagnie dans laquelle John Deere a mis des sous. En fait, développe une technologie qui convertit en moteur diesel. Et là, vous avez le terme en anglais, là, un Fuel Agnostic Engine. Ça veut dire, si on pouvait traduire, c'est un moteur qui se fout de quel carburant il va fonctionner. Donc, c'est vraiment de convertir un moteur diesel, de le convertir. Tu veux fonctionner à l'hydrogène, mais on te le convertit pour fonctionner à l'hydrogène. Si tu veux qu'il fonctionne à l'éthanol, on va te le convertir, il va fonctionner à l'éthanol. Donc, cette compagnie-là aussi, dans les derniers mois, on entend beaucoup parler de ça. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Et je suis loin d'être une spécialiste. Je suis juste une personne curieuse qui s'intéresse à ça. Mais il est évident qu'il y a des technologies présentement qui sont en développement. Il y a énormément d'argent et de temps investi par les manufacturiers à trouver des pistes pour le futur. Est-ce qu'on va retrouver des tracteurs électriques pour les applications plus basse puissance? Probablement. Est-ce qu'on va retrouver les piles à l'hydrogène? Peut-être. Les moteurs à combustion interne qui vont fonctionner à autre chose qu'au diesel? Assurément. Donc, l'avenir nous le dira, mais les deux principaux défis, je pense que ça reste l'autonomie et l'accessibilité à ces différentes technologies-là. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à Yvon et au bulletin.